Pendant des décennies, l'image officielle de Staline a été façonnée par la propagande soviétique et le soutien de certains alliés occidentaux. Ces décisions pendant la Seconde Guerre mondiale ont marqué le destin de millions de personnes, tant sur le front que dans les territoires occupés. Il a converti chaque victoire en un mécanisme pour étendre son contrôle, déplaçant des populations entières, imposant des gouvernements fantoches et utilisant la peur comme outil de pouvoir. Alors que les troupes soviétiques avançaient, les structures qui réduiraient au silence toute forme d'opposition se consolidaient également. Les procès, les purges internes et la manipulation politique ont été présentés comme des mesures nécessaires pour maintenir la stabilité. Le modèle soviétique ne s'est pas limité aux frontières de l'URSS. Il a été exporté de force vers d'autres pays, sous le discours de la libération. Staline n'a pas eu besoin de quitter Moscou pour redessiner la carte européenne. Il l'a fait depuis ses bureaux, avec des rapports, des ordres et des listes. Jusqu'à quel point l'Occident a-t-il été complice de cette domination? Pendant des années, la majorité des citoyens de pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et l'Europe de l'Ouest ont conçu le conflit mondial de 1939 à 1945 comme une lutte provoquée uniquement par Hitler. Selon chaque version, tout commence avec le traité de Versailles de 1919, l'ascension du leader nazi en 1933, l'envoi de troupes allemandes sur le Rhin en 1936, la conférence tenue à Munich en 1938 ou les destructions de la nuit de cristal. D'autres fixent le point de départ à l'occupation allemande de la Tchécoslovaquie en mars 1939 ou, de manière plus directe, au début de l'offensive sur la Pologne le 1er septembre de cette même année. Mais dans tous les cas, le rôle central est occupé par Hitler, comme la figure qui donne forme et sens à toute la tragédie. Les productions cinématographiques ont maintenu cette approche vivante. Depuis les films réalisés en pleine guerre, comme Casablanca, jusqu'aux films récents comme Inglourious Basterds, les personnages du régime nazi ont servi d'antagonistes permanents. Dans les discours politiques, la figure de Hitler continue d'être utilisée comme l'exemple extrême de la méchanceté, auquel on a recours pour attaquer tout rival idéologique. Bien qu'il n'y ait pas de défenseur public de l'Allemagne nazie, sauf dans des CA ironiques ou parodiques comme l'œuvre de Mel Brooks, l'image de Hitler reste présente comme symbole universel de l'horreur. Le souvenir des crimes de cette période a uni de nombreuses personnes dans le rejet absolu du fascisme, de l'antisémitisme et des politiques racistes. Cependant, cette vision du conflit centrée uniquement sur Hitler commence à perdre de sa force à mesure que l'on avance vers l'Est de l'Europe ou l'Asie. Dans une bonne partie de l'Europe de l'Est, l'empreinte de la domination allemande a été moins durable que celle du système instauré par Staline, qui s'est maintenu pendant plusieurs décennies de plus. Au-delà de la Volga, la présence du Troisième Reich n'a pratiquement laissé aucune trace. Dans les régions du continent asiatique, où l'Allemagne n'a même pas participé directement au conflit, l'héritage de cette période est lié exclusivement à l'Union soviétique. Des gouvernements comme ceux de la Chine, de la Corée du Nord et du Vietnam sont apparus sous l'influence du modèle communiste, sans que la machine de Hitler n'intervienne sur leur territoire. Dans le cas de l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, qui a provoqué l'entrée formelle des États-Unis dans le conflit, Hitler n'a pas eu de participation directe. Bien que la déclaration de guerre de l'Allemagne ait facilité la priorité donnée par l'administration Roosevelt à la lutte en Europe, l'initiative est venue de l'axe du Pacifique. En Russie, même après le rejet officiel du communisme, la figure de Staline et le souvenir de la soi-disant Grande Guerre patriotique continuent d'occuper une place prédominante dans la mémoire collective. Dans ces récits, le dictateur soviétique apparaît plus présent que Hitler lui-même. De Moscou, Budapest ou Bucarest, ce qui s'est passé entre 1939 et 1945 n'est pas perçu comme une simple guerre contre le fascisme allemand, mais comme le début d'une longue période de contrôle soviétique qui, dans de nombreux endroits, s'est prolongée jusqu'en 1989. En Asie, où l'occupation soviétique a marqué le destin de nations entières, la guerre n'a pas pris fin avec la reddition allemande. En Corée, en Chine et dans d'autres points stratégiques, la domination communiste imposée par Moscou a prolongé les séquelles du conflit pendant plusieurs décennies de plus. Cette vision alternative ne remet pas seulement en question le rôle exclusif de Hitler, mais met également en lumière le rôle actif de Staline, en tant que figure clé dans le développement et la prolongation de la guerre.
Bien que les régimes démocratiques d'Occident aient supposé que l'ennemi à vaincre était l'Allemagne, l'Union soviétique a profité du conflit pour s'étendre territorialement et politiquement. Beaucoup des pays qui faisaient repartie de l'Europe de l'Est sont passés sous domination soviétique, non pas par les actions de Hitler, mais par les décisions stratégiques de Staline. Alors qu'en Occident, des défilés et des hommages étaient célébrés après la victoire, à l'est du continent, une étape différente commençait. Ce qui pour certains fut une libération, pour d'autres signifia le début d'une occupation. L'armée rouge a avancé à travers des territoires dévastés par le conflit, mais au lieu de se retirer après avoir vaincu les forces de l'Axe, elle est restée et a imposé des gouvernements favorables à Moscou. Cette occupation, souvent présentée comme une libération, a entraîné l'établissement de régimes autoritaires, de systèmes de surveillance, l'élimination des opposants et un contrôle absolu depuis le Kremlin. Dans ce contexte, les intentions de Staline avant le déclenchement de la guerre acquièrent une nouvelle dimension. Loin d'être un spectateur ou une victime des décisions de Hitler, le leader soviétique a agi de sa propre initiative. Pendant les années précédant le déclenchement du conflit, il a développé une politique étrangère visant à tirer parti de tout affrontement entre les puissances occidentales pour renforcer sa position. En signant le pacte avec l'Allemagne en 1939, Staline a non seulement garanti la sécurité de son pays, mais a également obtenu des territoires qui ont étendu son influence. L'accord incluait des clauses secrètes qui permettaient l'occupation soviétique de régions comme les États baltes et une partie de la Pologne. Siege Action ne répondait pas à un besoin défensif immédiat, mais à une stratégie bien calculée. Dans les mois suivants, l'Union soviétique a profité de chaque occasion pour consolider son pouvoir en Europe de l'Est. Sans interférence des alliés occidentaux, le Kremlin a avancé sur la Finlande, a annexé des territoires roumains et a complètement occupé les pays baltes. Ces mouvements ne se sont pas limités à une réponse face à des menaces externes. Ils faisaient partie d'un plan conçu pour étendre sa zone de contrôle. La coordination avec les forces allemandes pendant la partition de la Pologne démontre que, du moins à ce stade initial, les deux régimes ont agi en synchronie. Les images de troupes soviétiques et allemandes célébrant ensemble la chute de Varsovie reflètent une alliance tactique qui a bénéficié aux deux camps. Pendant cette période, Staline est resté ferme dans sa décision de rester à l'écart d'un conflit ouvert avec l'Allemagne. Malgré les signes évidents d'une possible trahison, il a évité tout mouvement qui pourrait provoquer une réaction de Hitler. Pendant ce temps, il a concentré ses efforts sur la sécurisation des frontières, le renforcement des défenses et la réorganisation de l'appareil militaire. Bien que les purges précédentes aient affaibli l'armée rouge, des campagnes de formation, d'équipement et d'endoctrinement ont été entreprises visant à préparer le pays à un conflit qui, tôt ou tard, semblait inévitable. Le calcul de Staline était clair. Si l'affrontement entre l'Allemagne et les puissances occidentales se prolongeait, l'Union soviétique pourrait en sortir gagnante sans avoir besoin de s'impliquer directement dans les premières années de la guerre. Le temps jouait en sa faveur. Alors que les pays d'Europe de l'Ouest s'épuisaient, Moscou consolidait son contrôle interne, étendait son influence externe et renforçait sa position sur la scène internationale. Cette attente n'était pas passive, mais stratégique. Les décisions prises par Staline durant cette phase initiale ont été déterminantes pour le développement ultérieur du conflit et pour la carte politique qui a émergé après sa fin. En juin 1941, les troupes allemandes commencèrent leur marche vers le territoire soviétique. L'opération, connue sous le nom de Barbarossa, déclencha l'entrée officielle de l'URSS dans la guerre contre l'Allemagne. Avant cette attaque, Staline avait maintenu une position ambiguë. Il avait signé des accords avec Hitler, avait envahi des territoires frontaliers et son régime continuait de réprimer à l'intérieur. Cependant, l'avancée allemande changea la perception publique internationale et le plaça comme un acteur clé dans le conflit mondial. À partir de ce moment, la machinerie diplomatique occidentale commença à le voir comme un allié, non par sympathie, mais par nécessité stratégique. La Grande-Bretagne fut la première à réagir. Winston Churchill, malgré son rejet connu du communisme, annonça le soutien immédiat à l'Union soviétique. Il le fit sans exiger de conditions, sans demander de changements idéologiques ni de garanties. Depuis Londres, des messages d'unité et de coopération furent envoyés, tandis que l'aide militaire et logistique commençait à être planifiée. Churchill comprenait que tout adversaire du régime nazi devait être intégré à l'effort conjoint, même s'il s'agissait d'un dictateur qu'il avait critiqué pendant des années.
Les États-Unis, pour leur part, ne tardèrent pas à suivre le même chemin. Bien qu'ils ne fussent pas encore formellement entrés en guerre, le gouvernement de Roosevelt se préparait à soutenir l'URSS par le biais du programme de prêt-bail. Cette initiative permettait d'envoyer du matériel de guerre et des produits industriels sans contrepartie immédiate. Ce qui était envoyé n'était pas seulement des armes, mais aussi des camions, des locomotives, du carburant, des aliments et des médicaments. Tout cela était dirigé vers un pays qui, jusqu'à peu, était considéré comme un ennemi idéologique. Les chiffres du soutien occidental augmentèrent rapidement. Dans les premiers mois suivant l'invasion allemande, des milliers de tonnes de fournitures commencèrent à traverser l'océan. Des ports du Royaume-Uni et des États-Unis partaient des convois escortés par des navires de guerre, transportant de l'acier à la viande en conserve. Une partie considérable de ces cargaisons arrivait par l'Arctique, traversant des routes dangereuses et exposées aux attaques navales. L'URSS recevait ces envois avec un mélange d'urgence et de méfiance, sachant que chaque livraison pouvait faire la différence entre résister ou tomber face aux avancées de la Wehrmacht. À l'intérieur soviétique, l'impact de l'aide étrangère fut immédiat. Les usines qui avaient été déplacées vers l'Est reprirent leur production avec des composants américains. Les divisions mobiles améliorèrent leur capacité de déplacement grâce aux milliers de camions Ford et Studebaker. L'aviation soviétique commença à incorporer des moteurs et des pièces de rechange qui n'étaient pas produits dans le pays. Même l'approvisionnement alimentaire dans les villes les plus touchées fut en partie maintenu grâce aux produits nord-américains. Sans ces fournitures, les capacités défensives et offensives de l'armée rouge auraient été très différentes. Staline, pendant ce temps, profita de cette nouvelle position. De simple agresseur expansionniste, il passa à être dépeint comme le défenseur du monde libre. La propagande soviétique s'ajusta immédiatement. Les publications officielles commencèrent à montrer Staline comme un leader sensé, ferme et nécessaire au triomphe allié. Les purges, les déportations massives, les pactes avec Hitler et les invasions précédentes de la Finlande, de la Pologne et des États baltes furent écartés du récit public. À la place, une narration fut construite qui le situait comme un conducteur stratégique de la lutte contre le fascisme. Roosevelt adopta cette vision sans grande réserve. À la Maison-Blanche, les rapports de renseignement détaillant les crimes du régime stalinien furent archivés ou ignorés. Ce qui primait était l'utilité militaire de l'armée rouge. La présence soviétique sur le front oriental servait à décompresser la pression sur la Grande-Bretagne et à retarder une éventuelle offensive allemande vers l'ouest. Plus Hitler engagerait d'hommes, de chars et de ressources en URSS, mieux ce serait pour la stratégie anglo-américaine. Selon cette logique, Staline devint un partenaire clé, sans nécessité de se réformer ni de rendre des comptes. Lors des rencontres diplomatiques qui commencèrent à être organisées, les émissaires soviétiques furent traités comme des représentants d'une puissance légitime. Les demandes d'aide étaient écoutées, les requêtes de matériel étaient satisfaites et les gestes de courtoisie étaient fréquents. La méfiance qui avait marqué les relations antérieures à 1941 disparut rapidement. À la place, une coopération pragmatique fut instaurée où les différences idéologiques passaient au second plan. La priorité était l'ennemi commun, et Staline sut exploiter ce contexte en sa faveur. Churchill, bien que plus prudent que Roosevelt, s'adapta également à la nouvelle réalité. Il eut des conversations personnelles avec Staline, rechercha des accords opérationnels et autorisa des missions conjointes. Dans plusieurs discours publics, il se référa à l'URSS comme une nation héroïque. En privé, cependant, il gardait des réserves. Son principal enjeu restait la protection des intérêts britanniques en Méditerranée, mais il ne pouvait ignorer le poids croissant de l'URSS sur l'échiquier mondial. La coopération avec Staline n'était pas une option, mais une nécessité imposée par la dynamique du conflit. Pendant ce temps, sur le terrain, les avancées soviétiques étaient célébrées par les médias occidentaux. Chaque contre-attaque, chaque ville récupérée, chaque division allemande arrêtée était présentée comme un signe que le régime communiste avait changé, ou du moins qu'il faisait ce qu'il fallait pour une fois. Les images de soldats soviétiques libérant des villages, reconstruisant des ponts et distribuant de la nourriture circulèrent dans la presse comme preuve de l'engagement allié. Rarement le coup interne, les méthodes répressives ou les exécutions sommaires étaient mentionnées. La narration dominante était celle d'une alliance nécessaire. Cette transformation d'image bénéficia à Staline au-delà du champ militaire. Lors des conférences diplomatiques, sa voix acquit du poids.
Dans les plans de reconstruction futurs, son opinion était prise en compte, et dans les négociations sur le destin de l'Europe, ses exigences commençaient à être acceptées. En quelques mois, il était passé d'un partenaire inconfortable à un acteur central. Sans modifier son style de gouvernement ni rendre des comptes pour ses décisions précédentes, il réussit à se positionner comme un allié respecté. La livraison continue d'armement, de transport et de ressources permit à l'armée rouge de se réorganiser, de gagner en mobilité et de planifier des offensives de plus grande envergure. Les chars nord-américains complétaient les modèles soviétiques. Les jeeps et les camions facilitaient le déplacement des troupes et des munitions. L'artillerie légère était renforcée par des pièces de fabrication anglaise. Le front oriental devint un champ d'expérimentation conjointe, où l'effort logistique occidental soutenait une bonne partie de la machinerie militaire soviétique. Cette étape de la guerre marqua un point d'inflexion. L'Union soviétique cessa d'être observée avec méfiance et devint une partie essentielle de la coalition cherchant à vaincre Hitler. Cette alliance, née de l'urgence, ignora délibérément l'histoire récente de Staline. L'objectif était clair, gagner la guerre. Tout le reste, y compris les responsabilités politiques et les abus internes, fut reporté à un autre moment. Ainsi se consolida une relation qui définirait les années suivantes. Staline, renforcé par les triomphes militaires et soutenu par les envois occidentaux, gagnait de l'influence sur les scènes internationales, et Roosevelt et Churchill, malgré leurs différences personnelles et stratégiques, s'accordaient à dire que maintenir cette collaboration était indispensable pour atteindre la victoire finale. Au cours des années 1943 et 1944, l'avancée militaire soviétique sur le front oriental est passée d'une stratégie de confinement défensif à une offensive soutenue qui a poussé l'armée rouge vers l'Europe centrale et les Balkans. Le recul du Troisième Reich a offert à Staline l'occasion d'étendre l'influence soviétique au-delà de 16 frontières, sous prétexte de libérer les peuples occupés. Cependant, les actions déployées par les commandements militaires et les organismes de sécurité soviétiques indiquaient une stratégie organisée pour imposer des structures subordonnées à Moscou. Les opérations sur le terrain combinèrent l'action militaire avec l'installation de gouvernements provisoires obéissants, des purges d'éléments considérés hostiles au communisme et des déportations de minorités ou de groupes politiques susceptibles d'entraver la domination soviétique. La reconquête des territoires précédemment occupés par les forces de l'Axe a été utilisée comme justification pour intervenir dans la composition politique de chaque pays. En Pologne, l'avancée de l'armée rouge s'est accompagnée de la dissolution de la résistance loyale au gouvernement polonais en exil, la remplaçant par des comités populaires soutenus par le NKVD. Au même moment, des dirigeants de l'Armia Krajowa étaient arrêtés ou éliminés, même lorsqu'ils avaient combattu les Allemands. Dans les cas les plus visibles, comme celui du soulèvement de Varsovie, l'inaction soviétique s'est combinée à une propagande discréditant les insurgés, permettant aux forces allemandes de détruire la ville sans que Moscou n'intervienne directement, malgré sa proximité. Dans les pays baltes, le schéma s'est répété avec des mesures plus rapides. Les troupes soviétiques, après avoir expulsé les occupants allemands, ont instauré des administrations sous contrôle communiste et ont procédé à l'identification et à la déportation de secteurs de la population qui avaient collaboré avec les nazis ou qui représentaient des intérêts nationalistes. Les déportations massives incluaient des agriculteurs, des enseignants, des clercs et d'anciens fonctionnaires. En Lettonie, Estonie et Lituanie, des mécanismes de surveillance sociale ont été mis en place avec l'appui du NKVD, démantelant les structures religieuses, éducatives et culturelles étrangères au modèle soviétique. Les collectivisations agricoles ont été mises en œuvre rapidement, transformant le paysage économique et déplaçant des milliers de familles. En Roumanie, l'entrée de l'armée rouge a coïncidé avec un coup d'État qui a destitué le gouvernement pro-fasciste. Bien que formellement le pays ait changé de camp, l'influence soviétique s'est consolidée par une présence militaire continue, l'imposition d'une commission de contrôle alliée dominée par des représentants soviétiques et la réorganisation du système politique selon les intérêts de Moscou. Des dirigeants communistes jusqu'alors exilés ou marginalisés ont été placés à des postes clés, tandis que les partis traditionnels étaient écartés. Les médias ont commencé à diffuser des versions favorables à l'URSS et les activités considérées comme contraires au nouvel ordre ont été restreintes. En Bulgarie, la situation a été similaire.
L'établissement d'un gouvernement du Front de la Patrie, soutenu par la présence militaire soviétique, a entraîné une restructuration institutionnelle qui a permis de juger et d'exécuter d'anciens dirigeants politiques et militaires. Les procès populaires ont acquis un caractère exemplaire, visant à éliminer toute opposition future et à légitimer la nouvelle administration. Parallèlement, le système éducatif a été réorganisé et une narration historique favorable à l'URSS a été promue, tandis que des réformes économiques destinées à aligner le pays sur le modèle planifié soviétique ont été initiées. En Yougoslavie, bien que les partisans dirigés par Tito aient opéré de manière autonome pendant une grande partie du conflit, la collaboration avec Moscou s'est intensifiée à ce stade. L'URSS a fourni un soutien logistique et militaire à des moments clés, consolidant la position des communistes face à d'autres factions. Après la libération de Belgrade, les relations entre Tito et Staline sont restées en termes de coopération, bien que le leadership yougoslave ait conservé un certain degré d'indépendance dans sa structure interne. L'influence soviétique était perceptible dans l'organisation des services de renseignement, dans la formation des cadres politiques et dans l'orientation des réformes sociales impulsées par le nouveau gouvernement. L'action de l'Armée rouge ne se limitait pas au front militaire. Des équipes du Commissariat du peuple aux affaires étrangères et du NKVD accompagnèrent les unités de combat pour coordonner la transition administrative. Dans de nombreux CA, les commandants militaires locaux étaient remplacés par des commissaires politiques chargés de superviser la fidélité idéologique des autorités émergentes. Les zones de l'arrière devenaient des scènes de purge, de censure et de réorganisation politique. En Tchécoslovaquie, en Hongrie et dans d'autres régions, les soviétiques favorisaient la formation de fronts larges en apparence, mais structurés de manière à ce que les communistes occupent les positions décisives. Le récit officiel présentait ces actions comme des processus de libération nationale. Les médias soviétiques décrivaient l'arrivée de l'Armée rouge comme la défaite définitive du fascisme, tout en omettant la violence appliquée contre les secteurs dissidents ou le contrôle absolu sur les ressources politiques et économiques. Les manuels scolaires, les pamphlets et les programmes radiophoniques diffusaient une version unifiée des faits, centrée sur la fraternité entre les peuples slaves et la direction éclairée de Staline en tant que chef de la victoire. Les mécanismes de répression s'étendaient à mesure que l'occupation se prolongeait. Dans de nombreux CA, les arrestations étaient justifiées par la collaboration avec l'ennemi, mais les critères étaient larges et peu vérifiables. Les jugements sommaires et les déportations se multipliaient, affectant aussi bien d'anciens membres de l'appareil fasciste que des socialistes démocrates, des libéraux, des monarchistes et des catholiques organisés. La stratégie générale consistait à vider l'espace politique de toute opposition réelle avant de consolider de nouvelles constitutions et parlements dominés par le Parti communiste local. Les institutions religieuses ont été la cible de restrictions similaires. Dans de nombreux pays libérés, les hiérarchies ecclésiastiques étaient perçues comme des alliés de l'ancien régime ou comme des foyers de résistance idéologique. Des séminaires ont été fermés, des propriétés de l'Église ont été expropriées et les clercs ont été soumis à surveillance. Dans certains cas, des scissions ont été encouragées ou des églises parallèles ont été créées, dirigées par des figures disposées à coopérer avec le nouvel ordre. Les activités caritatives ou d'enseignement religieux étaient soumises à des autorisations strictes ou étaient entièrement supprimées. Les réformes agraires, impulsées dans le cadre du programme révolutionnaire, fonctionnaient également comme un instrument de contrôle. Les terres étaient redistribuées aux paysans pauvres, mais sous des conditions qui obligeaient à s'intégrer dans des coopératives supervisées par des cadres communistes. Dans de nombreuses régions, les nouveaux propriétaires se voyaient contraints de dénoncer d'anciens propriétaires terriens ou des voisins considérés hostiles au système. Ces mesures généraient une dépendance vis-à-vis des structures du parti et affaiblissaient les liens communautaires traditionnels. En termes économiques, la transition vers des modèles centralisés commençait. Les industries passaient aux mains de l'État ou fusionnaient en conglomérats sous supervision soviétique. Les échanges commerciaux étaient réorientés vers l'URSS, déplaçant les partenaires occidentaux. Des plans quinquennaux étaient adoptés, la production lourde était priorisée et les biens de consommation étaient limités. Dans les villes, la rareté des produits et les contrôles des prix marquaient le début d'une nouvelle étape caractérisée par le rationnement, les files d'attente et la gestion bureaucratique. Tout ce processus fut accompagné d'une présence militaire constante.
Bien que l'indépendance formelle des nouveaux gouvernements fût proclamée, les garnisons de l'armée rouge restèrent déployées dans des points stratégiques, avec la capacité d'intervenir en cas de déviation politique. La sécurité intérieure était subordonnée aux services de renseignement formés ou dirigés par des conseillers soviétiques. La souveraineté de chaque pays était, en pratique, conditionnée par la volonté de Moscou. Entre 1943 et 1944, la guerre cessa d'être seulement un affrontement militaire pour se transformer en une extension du pouvoir politique soviétique. Sous le prétexte de libérer l'Europe du fascisme, Staline projetait un nouvel ordre dans lequel les territoires occupés devaient s'aligner sur le modèle communiste, tant au niveau institutionnel que social. L'avancée de l'armée rouge n'impliquait pas simplement un retrait allemand, mais la substitution d'une domination autoritaire par une autre, avec de nouveaux acteurs, de nouveaux symboles et de nouveaux mécanismes de contrôle, mais avec une logique tout aussi verticale et inattaquable. Après la capitulation du Troisième Reich, Staline devint le dirigeant le plus influent du continent eurasiatique. Depuis Moscou, il commença à concevoir un nouvel ordre international selon les paramètres du modèle soviétique, profitant de l'effondrement politique et économique du reste de l'Europe. Avec l'occupation militaire d'une grande partie de l'Europe de l'Est, le Kremlin imposa une restructuration radicale des systèmes locaux, déplaçant les administrations précédentes et les remplaçant par des conseils directement subordonnés au Parti communiste de l'Union soviétique. Dans des villes comme Varsovie, Sofia, Bucarest ou Berlin-Est, la présence militaire soviétique coïncidait avec une transformation complète de l'appareil d'État, tandis que des agents du NKVD arrêtaient, interrogeaient ou éliminaient d'anciens dirigeants, des clercs, des intellectuels, des officiers de l'armée et des figures associées à l'ancien régime. Cette offensive structurelle ne se limita pas à changer les gouvernements, mais à démanteler le tissu social traditionnel, remplaçant les élites culturelles et professionnelles par des cadres idéologiquement loyaux. En l'espace de quelques mois, des pays entiers furent intégrés dans un réseau politique uniforme, sans autonomie réelle, où chaque décision pertinente était supervisée depuis Moscou. Grâce à des accords conclus lors de conférences comme Yalta et Potsdam, Staline réussit à légitimer nombre de CS occupations, tandis que 16 délégués contrôlaient les comités de reconstruction et de planification économique. La ligne Curzon servit de base pour redéfinir les frontières à la convenance de l'URSS, octroyant à la Pologne des territoires allemands en compensation de ceux perdus à l'Est, et déplaçant des populations entières lors d'opérations d'ingénierie démographique coordonnées par des commissaires soviétiques. Le processus ne fut ni négocié ni graduel. Des millions de personnes furent contraintes d'abandonner leur foyer avec à peine quelques heures de préavis, et leurs propriétés furent expropriées sans compensation. À cela s'ajoutèrent des déportations massives vers la Sibérie ou l'Asie centrale, dirigées contre des minorités accusées de collaborationnisme ou simplement considérées comme non fiables pour le nouvel ordre. Les Tatars de Crimée, les Allemands de la Volga, les Tchétchènes, les Ingouches et d'autres communautés subirent ce destin dans des trains de marchandises, sans nourriture ni soins médicaux, avec un pourcentage élevé de décès pendant le trajet. En parallèle, les républiques populaires se consolidèrent en tant que satellites du Kremlin. Dans chacune d'elles, le schéma était identique. Élimination des partis indépendants, monopole du pouvoir par les communistes locaux, supervision directe de l'ambassade soviétique et purges internes périodiques pour éviter les déviations. L'économie fut centralisée selon le modèle de planification quinquennale, avec un accent mis sur la production lourde et le contrôle étatique absolu. La répression idéologique comprenait la fermeture des médias non officiels, l'interdiction des organisations religieuses, la censure systématique et la surveillance permanente par des services secrets entraînés par le NKVD. La doctrine culturelle s'aligna sur le réalisme socialiste, imposant une narration unique dans toutes les expressions publiques. Les contacts avec l'extérieur furent sévèrement restreints, et les tentatives de protestation furent réprimées sans ménagement, comme dans le cas du soulèvement des travailleurs allemands en 1953, réprimé par les chars soviétiques. Au niveau international, Staline agissait avec prudence mais fermeté. Tout en maintenant une façade de coopération avec les alliés occidentaux, il encourageait une expansion silencieuse du communisme par le biais de fronts culturels, de missions diplomatiques, de partis affiliés et de mouvements syndicaux. Des réseaux d'influence furent créés en France, en Italie, en Grèce, en Iran et dans d'autres pays.
où le soutien financier et logistique soviétique alimentait des conflits internes ou des campagnes électorales favorables à ses intérêts. Le Cominform remplaça l'ancien Comintern en tant que centre coordinateur de ces efforts, et depuis Moscou étaient définies les lignes stratégiques pour les communistes du monde entier. Les ambassades soviétiques devinrent des centres opérationnels de propagande, d'espionnage et de recrutement, engageant des informateurs dans toutes les sphères. Les tensions avec Washington et Londres s'intensifièrent, marquant le début d'une période qui serait plus tard connue sous le nom de guerre froide. Au sein de l'Union soviétique, la période fut caractérisée par un durcissement du contrôle. Le culte de la personnalité atteignit son apogée, avec des portraits de Staline dans chaque bureau, école, usine et caserne. Les biographies officielles omettaient les épisodes inconfortables et exaltaient ses prétendus succès en tant que stratège militaire, penseur, scientifique et même artiste. La population vivait sous un régime de surveillance constante, où les comités de quartier signalaient tout comportement jugé suspect. Les camps de travail continuaient de fonctionner avec des milliers de prisonniers effectuant des travaux forcés, des excavations minières à la construction de canaux. Bien que le pays soit sorti victorieux de la guerre, la qualité de vie resta précaire pour la majorité, avec une pénurie de produits de base, des logements détériorés, des services déficients et des salaires minimaux. Les réformes promises n'arrivèrent pas et la répression se poursuivit à tous les niveaux. Vers la fin de la période, la santé de Staline commença à se détériorer. Bien que le cercle intime tentât de maintenir les apparences, sa capacité à prendre des décisions devint erratique. La paranoïa s'intensifia. Il voyait des ennemis partout, même parmi ses plus anciens collaborateurs. Une nouvelle vague de purges fut lancée, touchant le personnel médical du Kremlin, accusé de conspirer contre sa vie dans le célèbre complot des blouses blanches. Certains des détenus moururent sous la torture avant d'être jugés, et l'atmosphère de méfiance bloqua le fonctionnement interne de l'État. Les sessions du Politburo devinrent imprévisibles, avec des discours incohérents et des changements brusques de politique selon les humeurs du leader. Personne n'osait le remettre en question. Les décisions étaient reportées ou adoptées sans fondement, et de nombreux hauts responsables vivaient dans la crainte constante d'être arrêtés sans préavis. Le 5 mars 1953, Staline décéda dans sa résidence de Kuntsevo. La nouvelle fut annoncée des heures plus tard, sans détails précis. Les circonstances de sa mort suscitent encore des spéculations, mais les registres officiels indiquèrent un accident vasculaire cérébral. Pendant plusieurs jours, des foules se rassemblèrent pour rendre hommage, tandis que les autorités organisèrent des funérailles d'État à Moscou. Le parti, cependant, entra dans un processus de réorganisation interne. Beria, Malenkov, Khrouchtchev et d'autres membres du haut commandement initièrent des manœuvres pour définir la nouvelle hiérarchie, tandis que des processus judiciaires en cours étaient suspendus et certains prisonniers politiques libérés. L'héritage de Staline, bien que publiquement vénéré à ce moment-là, commença à être évalué de manière plus critique par des secteurs internes qui reconnaissaient les excès, les violations systématiques et les dommages causés à la structure du pays lui-même. Entre la fin de la guerre et son décès, Staline maintint un contrôle total du pays et d'une grande partie du continent. Il gouverna par le biais d'un réseau de surveillance étendu, de pactes politiques imposés et de règles conçues pour éliminer toute opposition. Les territoires occupés ne virent arriver ni réforme ni ouverture, mais un contrôle strict qui remplaça un régime par un autre, sans espace pour des décisions propres ni de véritables changements.